souvent, on me dit: «Mais tu as l'air tellement fière». Oui, je suis fière de qui je suis. Je suis fière de qui je suis parce que je sais d'où je viens. Moi, je suis animée de justice sociale, en fait. Quand je travaille, dans les questions de genre, je ne dis jamais l'égalité, homme-femme, je dis l'équité. L'équité entre la femme et l'homme, parce qu'il y a pas d'égalité mathématique. Le rapport, au pays d'origine, pour moi, il est primordial. Il est primordial parce qu'on ne vient pas de nulle part. Ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas cette équité territoriale, bah, c'est la même que nous subissons dans nos banlieues, hein, Exactement. voilà, hein, c'est lié à ce que nous sommes, c'est lié aux représentations qu'ils ont de ce que nous sommes et quelque part, moi, j'ai envie de travailler sur toutes ces questions-là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Nawari Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une invitée au parcours impressionnant. Donc, elle s'appelle Aminata Konate-Bouné. Vous êtes cadre de l'éducation nationale. Vous êtes entrepreneur, actrice associative et figure engagée de la diaspora malienne et soninké. Vous avez fondé l'atelier d'art oratoire Objection, l'association Les Routes du Futur, les salons La Beauté Engagée, ainsi que le think tank Convergence. Vous êtes également cofondatrice du Collège de l'émergence des nouveaux entrepreneurs agricoles, présidente du Rotary Club Paris-Haussmann, CEO du cabinet K&K Consulting, vice-présidente du cluster Digital Africa, vice-présidente de l'APS, Association pour la promotion de la langue soninké. Et du coup, votre engagement a été salué par plusieurs distinctions. Donc, vous avez été chevalière de l'Ordre national du Mali. Et en 2024, vous avez également reçu le corridor de la diaspora. Donc autant dire qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Donc on va parler d'enfance, d'engagement, d'éducation, d'Afrique, de langue et d'identité. Donc Aminata, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci de me recevoir, Mohamed. Juste une petite rectification. J'étais présidente du Rotary Club Paris-Haussmann l'année dernière, puisque c'est 1 an. Donc là, je suis actuellement adjointe du gouverneur du Rotary District 1660. Très bien. Merci. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. On va commencer, comme à notre habitude, par l'enfance. Parce que ce qu'on souhaite, c'est d'abord savoir comment est-ce que nos invités, comment est-ce qu'ils sont devenus, entre guillemets, ceux qui sont aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ceux qu'ils sont. Donc on va commencer par l'enfance, donc à savoir où est-ce que vous avez grandi, dans quelle famille, d'où vous venez. Alors, moi, j'ai grandi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Donc, l'une des plus grandes villes de Montreuil. Bon, maintenant, il y a Saint-Denis-Pierrefitte qui dépasse Montreuil, mais pendant longtemps, Montreuil et Saint-Denis se talonnaient. Dans une famille nombreuse, avec une famille polygame, 2 mamans, donc ma maman et la deuxième épouse. Dans une famille aimante, chaleureuse, qui n'ont pas du tout bridé celle que j'étais. Une jeune très fougueuse déjà à l'époque, soif de connaissances, très, très curieuse. Donc j'interrogeais tout en fait, hein. J'interrogeais la culture. Dans la communauté soninké, on nous dit souvent non, tu ne peux pas faire ceci parce que tu es une fille. Donc c'est comme ça. Et moi, c'était toujours pourquoi. Il fallait m'expliquer le pourquoi. Et quand je ne comprenais pas, ça ne fonctionnait pas. Alors c'était quand même assez compliqué avec ma mère. C'était assez électrique parce que pour elle, il n'y avait pas de pourquoi. Il fallait que je m'exécute, un point, c'est tout. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui, lui, avait très bien compris que je ne pouvais pas me contenter de « il faut faire comme ça ». Et se faisait un point d'honneur à m'expliquer les choses. Et donc, ça m'a permis de grandir, d'être sur mes 2 jambes, soninké, malienne et française, et de pouvoir avancer et évoluer. Donc, mon papa n'est plus là aujourd'hui, donc Arna Nema, Nanyar Janadunke. Et je crois qu'on leur doit beaucoup à nos parents parce qu'ils sont arrivés en France avec leur histoire singulière, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils ont réussi à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et ils se sont battus pour que ces valeurs ne se perdent pas, pour que la langue ne se perde pas, mais qu'en même temps, on récupère aussi toute la substance positive de ce pays dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'ils ont compris très vite que l'éducation était importante, l'école était importante. Il fallait absolument qu'on y aille. Et ils nous ont poussés à aller à l'école, mais à la maison, ils se sont battus pour nous donner ce qu'il fallait. Donc moi, je remercie mes 2 mamans, mon papa, mes frères et sœurs autour de moi. Je crois que je ne serais pas celle que je suis si je n'avais pas grandi dans cette famille-là, avec les responsabilités qui étaient les miennes.
Et je crois surtout qu'on est cet exemple qui consiste à dire qu'on est multiple à la fois, être pas forcément la plus grande, mais en tout cas au milieu parmi les grands, avoir des responsabilités, parler deux langues, ça veut dire penser différemment, avec deux points de vue souvent, et maîtriser aussi deux langues dès le plus jeune âge, et réussir, alors que la société française nous disait tout le contraire. Donc nos parents ont démenti tout ça et nous ont permis d'avancer et de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'était comment de grandir en tant que jeune soninké, franco-malienne, dans la France des années 80? Alors j'ai envie de dire que la France des années 80 était très différente de celle que nous vivons actuellement. Moi j'ai beaucoup aimé ces années-là. J'ai beaucoup aimé ces années-là parce que c'était des années où on n'avait pas les mêmes difficultés, les mêmes défis que ceux que nous avons aujourd'hui. On n'avait pas du tout les mêmes outils que maintenant, hein. Mais à ce moment-là, en fait, moi, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. C'est-à-dire que je vivais ma jeunesse et mon adolescence en me disant, oui, j'ai un papa et une maman, et deux mamans qui ne parlent pas forcément la langue, ne maîtrisent pas forcément le pays. Mais ma responsabilité, c'est aussi de les accompagner, d'essayer de faire en sorte que ils puissent avancer. Donc oui, j'ai beaucoup accompagné aussi mes parents. Mais ça s'est fait de manière naturelle. Voilà. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions. C'est plus tard que je me suis posé des questions parce qu'on nous regardait un petit peu comme des ovnis. Mais comment vous faites mais comment est-ce possible non, c'est pas... si, c'est possible. Regardez, on est un pur produit de ça. Et finalement, on y arrive. Alors, ce qui était difficile pour nous, c'est qu'on a été précurseurs dans beaucoup de choses parce qu'on avait personne devant pour pouvoir nous aider. Aujourd'hui, nos enfants et la nouvelle génération, elles nous ont, nous. On est là, force est de constater qu'on est là. Donc, ils peuvent s'identifier à nous. Nous, quand on allait à l'école, on n'avait pas d'enseignants noirs. Quand on en avait quelques-uns, c'était des Antillais, c'était dans le PS uniquement. Moi, je ne me souviens pas avoir eu un professeur noir dans quelque matière que ce soit. Même en termes de reflet identitaire et d'exemplarité, les quelques noirs auxquels on pouvait s'identifier, c'était outre-Manche. C'était pas en Europe, c'était pas en France. Donc c'était ça, les années 80. Les années 80, 90, c'était 90-2000, c'était je me projette, mais je me projette un peu vers l'inconnu. C'était beaucoup de murs en face de nous, en fait, où c'était constamment non, ça n'est pas possible. Et si on n'était pas fort de caractère et d'esprit, et on restait figé et puis on n'avançait pas plus loin. Et moi, j'avais ce caractère aventureux qui, déjà, le non pour moi, c'était un début, c'était pas une fin. Donc, quand on me disait non, je me disais, mais t'es qui, toi, pour me dire non? Non, mais un non, c'est pas possible. Soit tu m'expliques pourquoi est-ce que c'est non, sinon je te montre, moi, je te prouve que c'est pas non et que ça peut être oui. Donc j'étais plutôt dans cette dynamique-là. Et je reviens aussi à mon papa, à feu mon papa, qui nous a toujours dit, soyez les meilleurs dans ce que vous faites. Donc... Et à l'école, quand on arrivait avec 16 ou 17, ils nous disaient c'est bien, mais tu peux faire mieux, parce que c'était pas la note maximale. Donc, je me souviens d'une phrase qu'il me disait tout le temps quand j'arrivais avec un diplôme ou que j'avais réussi à aller dans une classe supérieure. Il me disait oui, tu as gagné une bataille, mais pas la guerre, ma fille. Continue. Ou il nous disait souvent... vous êtes lancé à grande vitesse, on n'arrête pas un train lancé à grande vitesse, donc allez-y. Et c'est comme ça que moi j'ai avancé. Quand je me suis rendu compte en fait que c'était une chance d'avoir des parents qui nous poussent comme ça, j'étais déjà lancée en fait. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était une chance et que cette chance, elle n'avait pas été donnée à tout le monde, que j'avais un papa soninké visionnaire. Exactement. Voilà, qui était très, très proche de ses enfants. Lui qui n'avait pas eu la chance d'avoir cette proximité avec ses parents parce que son papa est décédé quand il était très jeune, parce qu'il a dû aller apprendre le Coran beaucoup plus loin, donc pas forcément grandi avec sa maman. Et ensuite, quand il a été en âge de voyager, il a voyagé, quoi. Donc, les seuls vrais moments qu'il a passés avec sa maman, c'est quand il l'a fait venir en France. Et on était plus jeunes, ma grand-mère est restée quelques années avec nous. Et puis je pense que ça a été aussi notre salut, parce que ce qui lui a manqué à lui, il s'est dit, moi je ne veux pas que mes enfants manquent de ça. Et d'ailleurs, j'ai toujours une anecdote quand je parle de mon père. Quand les gens me disent, il était très calme, il ne parlait pas beaucoup, je dis, mais détrompez-vous, papa parlait beaucoup. Et il fallait le connaître pour savoir qu'il parlait beaucoup. C'est-à-dire que quand on devait sortir, nous par exemple,
Je savais qu'avant de sortir, il fallait que je prenne 30 minutes parce qu'il allait me parler longuement. Il n'allait pas me laisser sortir comme ça. Voilà. Il était curieux de savoir ce qu'on allait faire, de savoir avec qui nous allions aller. Même quand il me disait non, c'était toujours en parabole, hein, comme les Soninké savent parler. Par exemple, quand je portais par exemple une tenue un peu courte, mon père me disait pas Dagake Brandi tout de suite, c'est pas bon. Il me disait ta jupe, elle est pas trop longue là. Mais en Soninké, donc au final, je me rendais compte que c'était pas la tenue appropriée, donc j'allais tout de suite me changer. Donc il y a eu aussi cette éducation qui nous a permis beaucoup par les non-dits. Exactement, beaucoup par les non-dits. Et puis il aimait savoir vraiment ce qu'on avait envie de faire. Il était très curieux de connaître les ambitions qu'on avait pour pouvoir nous conseiller, pour pouvoir essayer de nous accompagner. Et je crois que tout ça, ça construit un individu. Ton papa, juste pour revenir sur lui, quand il est venu, est-ce qu'il savait déjà parler français ou c'est ici qu'il a appris? Alors, mon papa savait lire et écrire l'arabe. Là, par contre, il avait même été à la Mecque, je crois, 2 fois avant même que nous on naisse. Par contre, c'est ici qu'il a appris à lire et à écrire. Et pour la petite anecdote, il était devenu écrivain public dans le foyer et il lisait les courriers des gens. Il travaillait à la mairie de Paris et il était aussi syndicaliste. Donc voilà, moi j'ai grandi avec un papa qui, quand j'ai été en âge de comprendre les choses, savait déjà lire et écrire, mais par sa propre volonté. Parce que c'était quelqu'un de très autonome et qui ne voulait pas dépendre des gens. Et il avait très vite compris que pour être autonome, il fallait savoir lire et écrire. Et il a compris l'importance de ça. Et c'est aussi pour ça qu'il nous a toujours encouragés à avancer et à aller de l'avant. Mes 2 mamans ne savent pas lire et écrire. Par contre, je leur dis, vous savez lire. Si vous savez déchiffrer les lettres, vous savez lire. Quand elles prenaient les lettres dans la boîte aux lettres, elles posaient, tiens, Minatan Kenyahonike. Je dis, mais maman, t'as lu mon nom? Elle dit, oui, A, M, I. Donc je dis, tu sais lire. Mais elles se contentaient simplement de déchiffrer nos noms et de poser les courriers des uns et des autres. Mais elles, par contre, elles n'ont jamais été à l'école. Elles ont essayé de faire des cours du soir, mais sans réellement pousser les choses. Et je crois qu'elles n'ont jamais été au bout des choses parce qu'il y avait cette timidité soninké qui consistait à dire Nkehohe, Ama Bagindangani. Donc, de toute façon, voilà. Donc, une femme, c'est dans la cuisine, c'est à la maison. Exactement. Donc, elles n'ont jamais voulu pousser par rapport à ça. Mais je crois vraiment par humilité. Mais l'intelligence qui est la leur permettait aisément, mais vraiment aisément, d'apprendre à lire et à écrire, mais elles n'ont jamais voulu aller jusqu'au bout des choses. Tu parlais de ton papa qui était du coup syndicaliste. Toi, on voit que après l'introduction que j'ai fait, on voit que tu es engagé dans pas mal de choses. J'aimerais savoir quel a été ton premier engagement associatif. Enfin, même si ce n'est pas dans l'associatif, mais pour ton premier engagement. Je crois que mon premier engagement a été un engagement citoyen au sein de l'école. Alors, il faut savoir que dans tous les engagements qui sont les miens, je ne me suis jamais portée candidate, en fait. C'est autour de moi où on m'a dit, Ami, il faudrait que tu y ailles. Voilà, on t'accompagne. J'ai été portée. Et à chaque fois que j'ai été portée, j'ai accepté de prendre la responsabilité et ça a été délégué de classe. Ça a été délégué de classe et je prenais vraiment mon rôle très, très, très à cœur parce que en tant que délégué de classe, je me considérais un petit peu comme l'avocate de mes camarades. Et je me souviens d'un moment au collège où un de mes camarades avait été injustement sanctionné et j'étais montée au créneau jusqu'à faire annuler justement cette sanction. Donc mon premier engagement, il a été là-dessus. J'ai toujours été quelqu'un de foncièrement combattante contre l'injustice, en fait, mais depuis très jeune. Contre l'injustice sociale. Pas mal de problèmes ah aussi. Oui, à la maison. La première des injustices pour moi à la maison, c'était quand on sortait dehors et que les garçons pouvaient rester plus longtemps et que moi je devais rentrer. donc ma première tribune, ça a été à la maison. Hein. C'est de dire, mais pourquoi mon petit frère qui arrive après moi peut rester plus longtemps et moi je ne peux pas? Donc j'ai besoin que tu m'expliques. Sinon, si tu m'expliques pas, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas. Donc il y a eu des tirades avec ma maman en lui disant, j'ai besoin que tu m'expliques, j'ai besoin de comprendre. Me dire simplement que je suis une femme, c'est pas suffisant pour moi. Donc il faut qu'on aille un petit peu plus dans le fond des choses. Donc je crois que là-dessus, j'ai toujours été en demande de comprendre les choses. Je suis pas une suiveuse. Je suis quelqu'un qui une fois qu'elle a compris, adhère ou n'adhère pas. Et c'est comme ça que je me suis construite.
que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs. Et tous mes combats sont des combats de justice sociale, oui. Donc, tu as parlé de ton premier engagement. Et ensuite, bon, là, c'est l'école. Quelle est, entre guillemets, la première association du coup, que tu as créée, si tu t'en rappelles? La première structure, c'est les Routes du Futur. Alors, l'association Les Routes du Futur, simplement pour le nom, elle est partie d'une discussion avec mon papa. Je parlais beaucoup avec mon père. Moi, j'adorais parler avec mon père. Moi, mon Oedipe, je ne l'ai jamais terminé. J'étais amoureuse de mon père. Je trouvais que c'était l'homme parfait, comme toutes les jeunes filles, voilà. Et puis, j'avais un papa tellement aimant, tolérant, avec qui on pouvait parler de tout, que pour moi, forcément, je me projetais beaucoup par rapport à lui. Et on en était venu à parler de la relation au pays d'origine. Je voyais qu'il était très engagé, puisqu'il était président de beaucoup d'associations villageoises. Il était très sollicité. Les gens venaient à la maison pour ses conseils. Je voyais qu'il prenait en charge beaucoup de choses. Et puis je lui disais, mais papa, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu payes autant de choses? Pourquoi est-ce que tu fais autant? Donc il m'expliquait son rapport à la famille. Ce devoir qui était le sien de rendre aussi à ceux qui étaient là-bas, l'organisation qui était la leur en permettant à l'un des leurs de venir ici tout en continuant à prendre en charge aussi les autres là-bas, parce que les autres là-bas avaient aussi un rôle. Donc j'ai compris très tôt, moi, ce mécanisme de solidarité. Et puis, en discutant avec mon père, je lui ai dit, mais papa, tu sais que vous avez fait le chemin inverse. Mais peut-être que nous, on fera le chemin inverse, en fait. Nous qui sommes nés ici, finalement, on se projettera peut-être pour aller en Afrique. Et c'est de là que l'association Les Routes du Futur est née, pour continuer dans le prolongement des solidarités qui ont été mises en place par nos parents. Et on s'est dit, écoutez, ça va sûrement passer par le chemin inverse du nord vers le sud. Donc les projets de l'association Les Routes du Futur, c'est vraiment sur tout l'hémisphère sud. Donc Afrique, Asie, Amérique latine, avec des projets qui ont pu avoir lieu en Afrique et en Amérique latine, mais malheureusement pas en Asie, et beaucoup de projets en Afrique, oui. Quand est-ce que se fait du coup cette transition de l'associatif vers le politique? Je dis souvent que l'associatif est l'exercice du politique. L'associatif, à un moment donné, a ses limites. On est dans quelque chose qui est à but non lucratif, pour commencer. On est dans quelque chose d'apolitique. Mais la sphère décisionnelle, elle se fait dans le politique. Donc on se rend compte très vite que tout est politique, en fait. Tout ce qui régit notre quotidien, tout ce qui régit la vie dans laquelle on se trouve, forcément, c'est foncièrement politique. Donc on se dit, à un moment donné, si on veut influer, à un moment donné, si on veut vraiment impacter, si on veut être utile, il y a une bascule qui se fait. Et cette bascule, elle consiste à j'accepte d'endosser un rôle politique, j'accepte de rentrer dans l'arène politique pour apporter mes engagements, qui sont le prolongement des engagements associatifs, mais aussi pour jouer un rôle qui est différent de celui du rôle associatif, et là pour le coup, qui est de rentrer dans la sphère publique et de mener des combats qui sont totalement différents. Donc ça se fait à ce moment-là, quand on arrive à un certain niveau de maturité associatif, où on se rend compte qu'on a des ambitions un peu plus importantes. Et ces ambitions-là, je les ai portées assez vite, mais pareil, on est venu me chercher. Et quand on est venu me chercher, j'ai accepté d'endosser ce rôle-là parce qu'il y avait des choses en politique qui m'irritaient, qui ne correspondaient pas à mon idéal de ce que je voyais, moi, dans la vie publique. Et puis, surtout, ces personnes-là ne me représentaient pas. Donc, je considérais que, ne me représentant pas, peut-être qui que moi-même, pour pouvoir me représenter. Parce que du coup, ces dernières semaines, on a vu de nouveaux visages au premier plan. Donc, Bali Bakayoko, Ali Jouara, ou même Oumarou Doucouré, qui a été un adversaire politique du coup d'Ali Jouara. On en a vu qui sont présentés, on en a vu qui ont gagné. Donc, bravo à eux. Mais il faut savoir que tu étais une pionnière, du coup, parce que toi, c'est en 2008 que tu t'es présentée au municipal. En 2008, donc à moins de 30 ans, sous les couleurs de l'UMP. Donc, l'UMP, c'était à la droite. Tu as expliqué ton choix. Comment, en fait, parce que déjà, on savait la vision qu'on avait déjà de l'UMP, de Sarkozy et autres à l'époque. Toi, ça t'a pas du tout entaché, parce que parfois, on peut, entre guillemets, excommunier les nôtres. Mais du coup, qu'est-ce qui faisait que toi, ça t'a pas du tout entaché, au sein du coup de la communauté, en fait, on a voté pour toi parce que tu as fait un peu moins de 10%.
et qu'on t'a accompagné et qu'ensuite, ça n'a jamais été une tâche en fait sur ton CV. Non, ça n'a jamais été une tâche dans mon CV parce que moi, j'ai compris très, très tôt que la politique était un outil au service de notre quotidien et qu'il fallait absolument être à l'intérieur pour pouvoir changer les choses. À l'époque, la gauche n'était pas aussi ouverte qu'elle l'est aujourd'hui. L'ouverture pour la diversité, c'est la droite qui l'a faite. C'est la droite, et quand ils sont venus me chercher, c'était gagnant-gagnant. Ils ne sont pas venus me chercher pour mes beaux yeux, ils sont venus me chercher pour ce que je représentais dans la ville. Ils étaient à la recherche d'une figure locale, et on leur a parlé de moi. Et quand ils leur ont parlé de moi, ils sont venus me voir, et la première des choses qu'ils m'ont dites, c'est nous souhaiterions t'avoir en tête de liste à Montreuil. On a besoin d'avoir une figure locale pour pouvoir porter les couleurs de l'UMP. Est-ce que tu es partante ? Mais moi, on est dans un deal. Donc, certes, vous avez besoin de moi sur quelque chose de concret, ben, je me sers aussi de vous. Donc, moi aussi, le deal, c'était de dire, écoutez, ce combat-là, je veux bien le mener, non pas pour l'UMP, mais au moins pour pouvoir rentrer dans l'arène politique, avoir tous les moyens de l'UMP pour pouvoir faire la campagne, parce que pour faire une campagne, ce n'est pas évident, mais j'ai demandé à être totalement libre, c'est-à-dire de ne pas être encarté, et de pouvoir faire ma liste et de présenter mon programme. Donc eux, ils s'y retrouvaient parce qu'ils avaient la bannière, et moi, je m'y retrouvais parce que j'avais des moyens et ça me permettait de rentrer en politique là où les portes nous étaient fermées. Là où moi, je suis complètement décomplexée, c'est que la liberté, elle est d'abord dans la tête. Je n'ai pas de frein mental, moi. Je pars du principe que les freins mentaux, c'est individuellement qu'on arrive à les lever. Je n'ai pas ce complexe de l'indigène où je me dis que j'appartiens à tel bord. Ou non, je n'ai pas tout ça. Je suis Aminata. Et Aminata, elle est libre d'aller où elle veut, avec les convictions qui sont les siennes à un moment T. Il suffit simplement de pouvoir les assumer. J'étais en capacité, moi, de les assumer. Une fois qu'on est en capacité de les assumer, quand on va voir une communauté ou quand on va voir des personnes pour leur demander de voter pour nous, il faut leur expliquer le mécanisme. Moi, j'étais très claire. Je leur ai dit, je ne suis pas là pour une étiquette. J'ai dit, aujourd'hui, il faut qu'on puisse rentrer en politique pour faire bouger la donne. Aujourd'hui, les seuls qui nous ouvrent la porte à ce moment-là, c'est l'UMP. Il est vrai que la communauté était à majorité de gauche, pour ne pas dire à 100% de gauche, mais ils connaissaient les combats d'Aminata. Et les combats d'Aminata, ils n'étaient pas en contradiction avec le nouveau cheminement que je venais de faire. Donc, ils ont voté pour Aminata plus que pour une étiquette, oui. Et en parlant d'étiquette, parce que justement, j'ai lu dans certaines interviews que toi, ton but, en te lançant, du coup, c'était aussi de pouvoir écarter l'ancien maire. Ah, mais complètement. Voilà. Et donc, ça, c'était déjà un premier but que tu as atteint, d'ailleurs, donc bravo. Et pour parler d'étiquette, le fait que l'étiquette n'était pas importante, c'est que quelques années plus tard, tu as soutenu Razi Hamadi. Tout à fait. Qui était candidat au municipal, du coup. Législatif. Législatif, pardon, qui était PS, lui. Tout à fait, exactement. Moi, je n'ai jamais eu de blocage au niveau de l'étiquette, surtout au niveau local. Lorsque un candidat vient me voir, je regarde son programme. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il apporte ? Quelle est la plus-value de son programme ? Qu'est-ce que ça induit au quotidien pour moi ? Et puis pour les concitoyens. Et à partir de là, je vois ce qu'il est possible de faire. Dans ces deux élections, l'objectif, c'était d'écarter la même personne qui était Jean-Pierre Brard. Okay. Voilà, Jean-Pierre Brard était député-maire. Alors, à l'époque où il a été maire pendant très longtemps, il n'y a jamais eu d'ouverture ou d'inclusion de quelque sorte que ce soit. C'était des gens de la vieille école qui considéraient que nous étions là pour leur ouvrir la porte uniquement et qu'on n'avait pas notre place autour de la table. Donc, j'ai démontré qu'on avait non seulement notre place autour de la table, mais qu'on était autant compétents qu'eux. Voilà. Donc, j'ai montré que ce côté sanctuarisé de ce qu'ils étaient, parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, ne tenait pas, puisque en me présentant contre lui, j'ai permis qu'il soit battu. Et c'est une fois qu'il a été battu qu'il y a eu cette ouverture au sein de la municipalité de Montreuil. Donc, ça a eu du bon, quelque part. Et ensuite, pour les législatives également, il était député de la circonscription Montreuil-Bagnolet. La seule chose qu'il a fait de bonne et que j'ai trouvé bonne pendant qu'il était député, c'était la lutte contre les sectes. C'est tout.
Sinon, j'ai rien vu de concret sur notre quotidien. Je me suis dit: «Mais il ne nous sert à rien ce monsieur, en fait. Il est à notre service normalement, mais finalement, il ne nous sert à rien». Et puis il avait surtout un discours d'une condescendance, que je ne pouvais pas accepter. On n'a pas besoin qu'on fasse pour nous. Non. Ou à la rigueur, on peut faire ensemble, mais on n'a pas besoin que ce soit toujours les mêmes et surtout, ils n'ont pas à légitimer, notre présence ou non autour de la table. Les seuls à même de la légitimer, c'est le suffrage. C'est le suffrage universel. C'est lorsqu'on se présente à une élection, ce sont les électeurs qui sont en capacité de dire si oui ou non ils sont d'accord avec ce qu'on propose. Mais c'est pas eux qui nous donnent le quitus en nous disant oui vous pouvez, non vous ne pouvez pas. Moi j'ai un esprit de contradiction qui se heurte à des combats internes. À partir du moment où on me dit non sans fond, eh ben ça ne peut pas fonctionner. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc forcément, les échanges que j'avais eus avec lui n'étaient pas des échanges encourageants parce qu'il y avait cette condescendance. Je pense qu'il y avait un petit peu de misogynie également parce que je suis femme et qu'une femme, son rôle, c'était ailleurs. Alors moi, j'avais tout. J'étais femme, j'étais noire. Donc il s'est dit... Et puis j'étais jeune. Donc il s'est dit, non, elle, c'est une petite jeune à qui on va dire que ça n'est pas possible. D'ailleurs, quand je me suis présentée face à lui, son seul argument a été de dire, vous vous rendez compte, elle fait une campagne de droite. C'était son seul argument. Donc, ça prouve la condescendance et le mépris. On n'a même pas été dans le fond des programmes ou autres. Il était uniquement sur ça. Et moi, j'étais droite dans mes bottes en disant qu'à cela ne tienne, allons programme contre programme. Et puis, finalement, il s'est heurté à des gens qui lui ont dit oui, mais on connaît Aminata, on connaît les combats d'Aminata, donc on votera pour Aminata. Merci. Là, on va revenir un peu sur ton parcours, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Du coup, j'aimerais savoir quel est ton parcours académique et ta formation. Alors moi, j'ai été à Paris 13, à Villetaneuse. J'ai fait des études de sciences de l'éducation et de psychologie également. Et ensuite, j'ai été à l'IUFM pour devenir conseillère principale d'éducation. Alors quand j'étais à la fac, je me posais la question de savoir, est-ce que je vais être psychologue ? Est-ce que je vais être éducatrice ? Est-ce que je vais être assistante sociale ? Ou est-ce que je vais être CPE ? J'avais fait un stage dans un cabinet d'assistante sociale, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Et je me suis rendu compte qu'on avait toute la misère sociale sur les épaules avec très peu de moyens. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. J'avais fait un double DUG, institution sociale, éducative et psychologie. DUG, c'est le bac plus 2, le DUG à l'époque. À l'époque, c'était DUG, ensuite il y avait la licence, après il y avait la maîtrise. Donc le DUG, je connais pas l'équivalent du DUG maintenant. Master 2, je pense. Non, le master 2, c'est la maîtrise. D'accord, c'est la maîtrise. Donc du coup, c'était DUG, licence et maîtrise. Donc du coup, moi, je m'étais dit, je vais procéder par élimination. Et j'avais une conseillère principale d'éducation au lycée qui m'a beaucoup marquée. C'est toujours comme ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous marque, on voit ce qu'elle fait, on se dit mais c'est intéressant, ça peut être utile. Et puis moi, je partais du principe que l'éducation, c'est pour moi le métier le plus noble. Parce que on est dans la transmission et l'éternité réside dans la transmission. Donc une fois qu'on a transmis, ça ne meurt pas. Parce que la personne transmet également à son tour. Et là, pour le coup, on impacte les générations à venir. Donc, je m'étais dit, je veux être dans ça, mais je ne veux pas avoir l'inconvénient d'avoir 25 élèves en face de moi, parce que je pense que le système éducatif français n'est pas celui qui convient, la manière dont il est conçu n'est pas celui qui convient. Cette utopie qui consiste à dire qu'on prend 25 élèves à un point A ensemble et qu'on les ramène tous à un point B ensemble, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis pour l'individualisation des parcours, pour qu'on prenne le temps pour échanger avec les gens, les comprendre en profondeur pour pouvoir les accompagner. Et mon métier de CPE me le permet. Quand j'ai un élève qui rentre dans mon bureau, je m'intéresse à l'individu, à la personne. Et ensuite, Aminata, avec tout son bagage, voit comment l'expertise qui est la mienne peut accompagner cet élève-là. Donc j'ai façonné ce métier-là pour en faire quelque chose de très personnel, pour pouvoir accompagner mes élèves du mieux que je peux. Et c'est comme ça que j'ai créé pas mal de choses innovantes, comme l'atelier d'art oratoire, dont on pourra peut-être parler. Et voilà, donc, et moi, je m'épanouis au quotidien dans ce que je fais. Donc, ma formation académique, c'est celle-là. Après, dans les différents établissements dans lesquels j'ai travaillé, j'ai fait le choix de travailler en Seine-Saint-Denis. Parce que je suis moi-même originaire de la Seine-Saint-Denis. Et je crois que sur ce territoire, il y avait beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. J'ai commencé à travailler en collège, mais depuis 10 ans maintenant, je travaille essentiellement au lycée
Parce qu'en collège, il y a beaucoup plus de discipline, alors qu'en lycée, là, pour le coup, je peux me projeter sur des choses un peu plus intéressantes, sur tout ce qui est post-bac, sur comment est-ce qu'on accompagne les jeunes vers des choses un peu plus intéressantes, comment est-ce que je peux leur ouvrir mon réseau, que ce soit à travers un stage, que ce soit sur des études post-bac. Et là, pour le coup, je fais appel à un réseau personnel. C'est des choses qui ne me sont pas demandées en tant que cadre de l'éducation nationale, mais je le fais parce qu'on ne l'a pas fait pour moi et je considère qu'il faut le faire. Il faut le faire. En France, on ne nous apprend pas à constituer un réseau. Ce n'est pas dans un mindset français. En France, on n'apprend pas aux jeunes à avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Moi, je les pousse à faire ça. Je leur dis, la jeunesse, c'est le moment propice aux expérimentations. Donc, si vous expérimentez pas les choses en étant jeunes, eh ben, à un moment donné, ça va être compliqué pour vous. Donc, il faut avoir cette liberté d'esprit pour le faire. Mais cette liberté d'esprit, elle n'est pas innée. Elle s'acquiert. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des gens en face de nous qui leur disent, c'est possible. Et si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves. Voilà, tomber, c'est pas une fin en soi. Au contraire, ça te permet d'évoluer et de grandir. Mais ça, il faut avoir le temps de pouvoir leur dire ces choses-là. Il faut pouvoir les accompagner. Et c'est pas forcément le rôle du professeur parce que lui, il a un programme qu'il doit dispenser. Ben, moi, en tant que CPE, je suis en capacité de le faire. D'ailleurs, mes élèves, moi je suis toujours en contact avec des élèves que j'ai pu depuis 8 ans, depuis 10 ans, qui m'envoient des messages parce qu'ils ont besoin d'un stage dans tel domaine, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés sur certaines choses. Et je leur dis souvent, le risque que vous prenez en demandant, c'est d'être aidé. C'est le seul risque que vous prenez. Sinon, il n'y a pas de risque. Si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas si c'est possible ou pas. J'ai dit peut-être que moi, je n'aurai pas la solution, mais j'ai peut-être quelqu'un autour de moi qui l'a. Donc, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et souvent, quand ça a fonctionné d'ailleurs, c'est pas Aminata qui a ouvert le verrou, c'est Aminata qui a lancé une bouteille et dans mes connaissances ou en tout cas dans mon réseau, quelqu'un l'a attrapé et finalement ça a fonctionné. Par contre, il y a une philosophie que j'infuse à mes élèves et ça je leur dis clairement, je dis quand on ouvre la porte, ne la refermez pas. La seule chose que je vous demande, c'est de garder cette porte ouverte et de dire à celui pour qui vous avez tenu la porte de la maintenir ouverte pour d'autres. Voilà. Je vous ai aidé, il faut que vous aidiez derrière. Il ne faut pas que la chaîne, elle se rompt, en fait, quelque part. Et ça fonctionne très bien. Et dans l'atelier d'art oratoire, justement, j'ai mis en place l'atelier de formation entre pairs, de manière à ce que moi, je puisse me retirer et que les jeunes puissent continuer à former derrière. Ça fait combien d'années qu'il est en place il est en place depuis plus de 10 ans maintenant. Moi, j'y suis plus maintenant. Ça y est, maintenant. D'anciens élèves qui. Maintenant, je les ai laissés. Exactement, je les ai laissés maintenant. Quand j'ai créé cet atelier-là, c'était au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. À l'époque, je trouvais que le climat scolaire n'était pas aussi apaisé que je le souhaitais. Quand il y avait des problèmes entre les jeunes, quand ils rentraient dans mon bureau, c'était simplement parce qu'ils n'avaient pas les mots pour pouvoir s'exprimer. Donc ça partait de là. Tous les malentendus, toutes les crises, elles partaient de là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On est d'une culture de l'oralité, que ce soit dans nos origines. On est d'une culture de l'oralité par rapport à nos territoires. Parce que nos territoires, c'est vraiment l'oralité également. Et j'ai fait, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose d'intéressant? Alors je me suis dit, on va mettre en place un atelier de débat. Alors ils peuvent parler de tout. Donc en début d'année, ils choisissaient les thématiques sur lesquelles ils voulaient parler. Il n'y avait pas de tabou. Il y avait simplement une règle, on se respecte, on se moque pas les uns des autres et on avance ensemble. Et puis, j'avais mis dans cet atelier l'obligation d'aller chercher des informations fiables. Donc, ça les obligeait à aller au CDI ou à la bibliothèque, aller chercher des informations fiables pour pouvoir défendre un point de vue qui n'était pas forcément le leur. Il y avait toujours un pour et un contre. Et quand je savais qu'il y avait de l'enthousiasme pour l'un, pour faire le oui, je lui disais, non, tu fais le non. Et toi, tu fais le oui. Ça les obligeait à sortir de leur zone de confort et à aller chercher. Donc, au départ, il n'y avait pas de concours. C'était au sein de l'atelier. Et ensuite, il y a eu le concours de l'Assemblée nationale qui a été créé par Madioula et Dara Diaby d'ailleurs. Et quand il y a eu le concours de l'Assemblée nationale, moi, les miens étaient rodés parce que j'avais déjà commencé à travailler le débat avec eux et tout le contradictoire. Et puis, ils ont été champions pendant, je crois, 7 ou 8 années consécutives. Et ce n'était pas les mêmes. C'était tous les ans des jeunes différents. Et puis, moi, j'ai continué à animer cet atelier même quand j'ai quitté l'établissement. Parce que pour moi, il était important de garder ça, parce qu'il y avait une corrélation directe entre les élèves qui venaient à l'atelier d'art oratoire et les résultats scolaires. Vraiment. Il y avait une corrélation directe, c'était flagrant. Ça leur donnait plus confiance en eux. Ah, mais complètement. Complètement. Plus confiance en eux, ils étaient outillés.
C'est la parole, c'est l'arme la plus puissante et c'est même l'arme la plus belle. Quelqu'un qui sait parler, il est dans un rapport de séduction. Et quand on parle de séduction, c'est pas de la séduction amoureuse, c'est de la séduction intellectuelle. Quand quelqu'un sait parler, on a envie d'écouter. Et je leur disais, pour être écouté, faut pas crier, faut pas parler fort. Je dis, faut être intéressant. Et pour être intéressant, ça s'apprend également. Donc, allez chercher la bonne information. Moi, je vous aiderai dans la forme. Dans le fond, il faut que ce soit vos idées, parce que vous allez accoucher de vos idées. Mais nous, on peut vous aider dans la forme et pour pouvoir avancer. Et le moment où j'ai été le plus fière, c'est pas les trophées qu'ils ont pu ramener. Parce que les gens me disaient, mais tu gagnais d'année en année, purée, mais quelle fierté. Je dis, non, moi, la fierté, elle n'était pas là. Je me suis retrouvée dans des débats où je suis arrivée, où j'ai vu mes élèves en scène, c'est-à-dire qui avaient le micro, qui parlaient et qui ne savaient pas que j'allais arriver. Alors, je rentrais, je me cachais parce que je voulais pas les gêner. Et là, je me disais, ça y est, ma mission est accomplie. Ils volent de leurs propres ailes. Donc, Ami, tu peux te retirer. Donc, on a fait un petit film de cet atelier d'art oratoire. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont conseillers municipaux, qui osent aller sur le débat public. Il y en a une aujourd'hui qui faisait son installation, j'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, elle est là, la fierté. Elle est dans le sens où on se dit, on a été utile, en fait, quelque part. Et ces jeunes-là aujourd'hui qui osent s'engager, ce sont des jeunes citoyens qui ont compris qu'il y avait une nécessité de s'engager, mais qui aideront d'autres jeunes aussi à s'engager. Donc la chaîne, elle ne sauront pas, elle continue à vivre. Il y a ce concours d'éloquence, mais vous avez aussi mis en place, donc organisé la dictée géante. Et du coup, pour cette dictée géante, vous êtes aussi allé en Guyane. Voilà, donc il y a eu une édition en Guyane. Pourquoi, en fait? Parce que souvent, on oublie les Outre-mer. Donc, pourquoi la Guyane? Je disais au départ, dans mon propos préalable, que moi, je suis animée de justice sociale, en fait. Et tous les projets que je mène, il y a une question d'équité derrière. D'ailleurs, quand je travaille dans les questions de genre, je ne dis jamais l'égalité homme-femme, je dis l'équité. L'équité entre la femme et l'homme. Parce qu'il n'y a pas d'égalité mathématique. Souvent, j'illustre les choses en disant, quand le danger arrive, je me mets derrière mon homme. Et je veux qu'il soit vaillant. Voilà, et j'ai pas honte de le dire. Par contre, oui, je continuerai à porter l'enfant et lui, il portera jamais l'enfant. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas d'égalité mathématique. Par contre, sur toutes les questions de justice sociale, oui, là, je m'engage et je me dis, à compétence égale, la femme doit être traitée de la même manière que l'homme. Et sur les questions des Outre-mer, force est de constater que l'équité territoriale n'y est pas. On parle des Outre-mer comme des départements français, sauf qu'ils n'ont pas les moyens qui sont dévolus aux autres départements de l'Hexagone. Donc quelque part, je me suis dit, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas cette équité territoriale, c'est la même que nous subissons dans nos banlieues. Hein. Voilà, hein, c'est lié à ce que nous sommes, c'est lié aux représentations qu'ils ont de ce que nous sommes. Et quelque part, moi, j'ai envie de travailler sur toutes ces questions-là. Alors, la dictée géante des Outre-mer, moi, je n'ai pas créé la dictée géante. C'est Rachid Santaki qui a créé la dictée géante. Et je me suis associée à Rachid Santaki à travers Culture Outre-mer, qui est la boîte que j'ai créée, pour travailler sur la dictée géante des Outre-mer. Donc, on a commencé par la Guyane. On va sur des choses qui les intéressent. Hein. Le texte, il est fait avec des auteurs guyanais. Voilà, on arrive avec travailler sur l'existant. Parce que moi, j'aime beaucoup la fédération des compétences. Je me dis, on n'arrive pas en terrain vierge. Il y a des gens qui ont fait des choses intéressantes. Il faut s'appuyer sur ce que ces gens font, les associer aussi à la dynamique pour qu'on puisse avancer. Et puis, je pars aussi du principe que... avec toutes ces années d'expérience qu'on a emmagasinées, il y a des choses qu'on a expérimentées dans nos banlieues qui ont fonctionné. Donc peut-être que en allant les voir là-bas, en leur soumettant les différents projets, en leur disant voilà, je vois que vous avez telle problématique, nous avions la même et on a réussi à la résoudre comme ça. Est-ce que vous seriez partant pour qu'on puisse avancer ensemble, tenter des choses et essayer de travailler? Donc voilà comment j'atterris dans les Outre-mer. Pour l'instant, on a commencé par la Guyane, mais il est question de faire toutes les Outre-mer françaises. Mais derrière, il y a toujours cette question d'équité territoriale. Ouais. Étant donné que là, on a commencé à voyager, on est parti en Guyane, on va continuer. Et là, du coup, on va parler d'Afrique. J'aimerais savoir, du coup, quel a été ton premier contact avec le continent? Mon premier contact avec le continent s'est fait à l'âge de 10 ans. Alors, mon papa avait décidé que tous les ans,
et ben, certains d'entre nous iraient au Mali pour découvrir notre pays d'origine. Et on ne pouvait pas tous y aller ensemble, hein, parce que famille nombreuse, donc on faisait des rotations. Donc, lorsque j'y suis allée, je crois que c'est le premier merci que j'ai dit à mes parents, parce que j'ai pu communiquer avec ma grand-mère, parce que je parlais la langue. Et là, j'ai compris l'importance de la langue. Si j'avais pas cette langue-là, je crois que mes liens avec ma grand-mère maternelle, puisque c'était la seule qui nous restait à ce moment-là, n'aurait pas pu à la être... maison, du coup, c'était full soninké, c'est c'était ça full soninké. Alors nous, quand on rentrait à la maison, c'est-à-dire qu'à 16h30, quand on rentrait, il n'y avait plus de français. C'est-à-dire on parlait qu'en soninké. Papa avait imposé cette règle. Et plus tard, il nous a dit, vous étiez déjà français, puisque vous étiez né en France, et en allant à l'école, de toute façon, vous maîtrisiez la langue. Il a dit, il était important aussi que vous deveniez soninké malien. Donc, il a dit, le seul moyen que moi j'avais, mon terrain, c'était la maison. Donc, à la maison, c'était Malois. Donc, quand on rentrait à la maison, c'était full soninké, mais pas que dans la langue. C'était aussi dans la culture, dans la transmission des valeurs. Je rentrais, il fallait attacher son pagne. Fallait faire la prière. Ils disaient aux mamans, ils font leurs devoirs. Une fois qu'ils ont fait leurs devoirs, vous leur expliquez tout ce qu'ils doivent connaître et tout ce qu'ils doivent faire. Donc, nous, les tâches ménagères, on les faisait, c'était normal. Voilà, fallait les faire, surtout en tant que fille. Et les garçons aussi. Donc, les garçons, ils faisaient pas les tâches ménagères. Non, eux, ils avaient d'autres choses à faire, mais ils étaient mieux lotis que nous, quand même. Hein. Donc, ça aussi, tu vois, j'étais pas très d'accord par rapport à ça. Pendant qu'ils allaient faire leur match de foot, nous, on était quand même en train de faire la cuisine. Mais j'arrivais quand même, moi, à m'éclipser. J'étais la plus rebelle de la maison. Donc, du coup, je rentrais toujours un petit peu plus tard, mais à la même heure que mon frère, celui qui était juste en dessous de moi, en disant, mais j'étais avec lui. J'étais avec lui. Oui, mais t'avais pas à être avec lui. Oui, mais j'étais avec lui. Donc voilà, mais c'était vraiment ça. C'était full soninké. Et je me souviens, moi, de moments vraiment très, très forts. J'ai mon cousin qui est le neveu de mon papa. Mais mon papa, c'était le dernier de la famille. Et donc, ses grandes sœurs, elles auraient pu être sa mère, en fait, facilement. Et ce grand cousin qui n'avait pas beaucoup d'écart avec mon papa, habitait pas très loin, il était dans le foyer pas très loin, et il venait, et dans la semaine, le soir, c'est-à-dire le vendredi, il nous faisait des petits quiz en soninké. Otini Dangumane, le soir, Dangumane. Donc, il nous faisait des Dangumane le soir, il nous racontait pas mal d'histoires, et c'était des moments forts, c'était des moments très intéressants pour nous. Et je crois que mon ancrage soninké s'est fait à ce moment-là. Et quand, en 90, je découvre le Mali, donc on commence par Bamako, on fait 1 mois à Bamako, 1 mois au village. Et quand j'arrive au village, j'ai ma grand-mère maternelle, j'ai les sœurs de ma mère, j'ai la sœur de mon père, et puis on parle avec tout le monde. Et les gens sont intéressés par qui nous sommes, par la vie que nous vivons en France, et nous, on est tout autant intéressés par eux. Je me souviens d'anecdotes, il pleuvait, puis nous, on avait tout ramené, hein, kawaii, tout. Et on avait mis nos kawaii. On était l'attraction du village. Ils étaient jaunes, des kawaii jaunes Rose, je crois que c'était un rose fluo. On était l'attraction du village et les gens nous disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on leur expliquait, c'est pour la pluie, c'est pour nous protéger de la pluie. Donc il y a eu plein de petits trucs comme ça. Quand on allait au puits, par exemple, combien de fois on a renversé les seaux sur nous? Oui, on arrivait tout trempé. Donc il y a eu toutes ces choses-là. Après, il y a aussi le cousinage qu'on a appris là-bas. Où je me souviens d'une cousine à mon père. Alors, elle arrive, elle était aussi jeune que nous, et elle nous dit vous êtes les enfants de Moussa Bouné? Et on lui dit oui. Et elle commence à insulter mon père. Avec ma sœur, ouais. Mais on l'a tapé. Direct? On l'a tapé. Ah, nous, on était des filles de la cité. Hein. T'insultes mon père, bam, bam, bam. Et au moment où elle nous dit, mais je suis votre tante. Nous, on avait déjà... Donc, ils nous en reparlent encore. Les gens, ils disent, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même? Je dis, nous, on n'avait pas l'habitude de ça. Nous, on n'insulte pas nos parents. On ne fait pas ces choses-là. Et puis, ils nous ont expliqué que c'était des boutades. Voilà, Kalungora, Runyani. Mais nous, ça, on ne le savait pas. Mais ce sont toutes ces choses-là, en fait, qui nous ont permis de savoir qui on est. Mais je crois qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte quand même... De la force de notre culture. Parce que quand mon père m'expliquait ce giving back qui était important, où il fallait de toute façon toujours penser à ceux qui étaient là-bas, où il y avait cette nécessité de continuer à les accompagner et à les aider, j'ai compris en me disant, oui, mais sa famille, à lui, elle est là-bas. Moi, mes frères et sœurs sont à Paris, mais lui, sa famille, elle est là-bas, et sa famille est ma famille. Donc, quelque part... comment nous aussi, on va pouvoir essayer. Et je crois que ce cheminement a commencé à se faire un petit peu dans ma tête
Mais ce cheminement s'est fait avec ma vision aussi très francophone. Avec, oui, mais moi, je ne vais pas faire comme papa. Je ne vais pas envoyer tout le temps comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de les aider? Comment est-ce qu'on peut essayer d'impacter? Et c'est comme ça que les associations, elles se sont créées. Et dans ces associations-là, il y avait toujours une part d'Afrique. Parce que cette part d'Afrique, elle fait partie de moi, en fait, quelque part. Donc ça a d'abord été à l'âge de 10 ans. Et après, quand j'ai été en âge d'y aller beaucoup plus régulièrement, j'y allais quasiment tous les ans, à travers les différents projets que je menais. Oui. Les Héros du Futur, c'était une des premières. Mais aujourd'hui, donc, tu portes de nombreuses actions entre le Mali et la France. Une grande partie de la diaspora malienne est soninké. Quand tu vas, du coup, au Mali et que tu t'insères dans la politique ou autre, il y a le bambara, du coup, qui est la langue de tous les jours. Comment est-ce que, du coup, tu fais en tant que francophone et soninké? Est-ce que tu parles bambara déjà? Sinon, comment est-ce que tu as pu faire? Alors maintenant, je comprends le bambara. Mais pendant longtemps, j'ai fait un rejet du bambara. Parce que les bambaras se moquaient des soninké. Donc ça, c'est quelque chose que je vivais assez mal. Donc je crois qu'inconsciemment, j'avais fait au départ un rejet du bambara. Mais après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était plus des taquineries qu'autre chose. Et voilà, exactement. Donc, je comprends quand même l'essentiel de ce qui se dit, mais je ne le parle pas. Je ne le parle pas parce qu'à la maison, on me parlait en soninké. Après, quand on arrivait à Bamako, les personnes que je côtoyais qui parlaient le bambara me parlaient beaucoup en français. Donc, du coup... et puis, c'est marrant parce que toutes ces personnes-là autour de moi, elles ont beaucoup de soninké autour d'elles. Donc, elles maîtrisent plus le soninké que moi, je ne maîtrise le bambara. Donc, ça n'a jamais été un obstacle pour moi, mais je suis en train d'apprendre le bambara parce que pour moi, c'est important. Voilà, c'est important d'apprendre cette langue qui est très importante aussi au Mali. Donc, il n'y a pas eu de grosses difficultés par rapport à ça. Très vite, avec Feu Djadje Soumaré, qui est le mentor des Maliens de ma génération, il nous a mis le pied à l'étrier aussi là-bas. Soumaré, donc c'est... qui était le président du Haut Conseil des Maliens de France, qui était le président de l'APS et qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme. Mais ça a été notre mentor à tous ceux de ma génération où il était visionnaire, où il avait compris que nous devions nous investir sur les deux espaces et où il nous a beaucoup accompagnés à pouvoir nous investir sur les deux espaces. Oui. Quel est, toi, ton rapport, en fait, au soninké? Mon rapport au soninké, il est intrinsèque. Hein. Il est même viscéral parce que il fait partie de moi à 100%. Je pense soninké, je vibre soninké. Dès que je rencontre quelqu'un qui est soninké, je lui parle soninké. Et puis, je suis fière d'être soninké. Je suis fière d'être soninké avec toutes les valeurs qui sont les nôtres. Je suis fière d'être soninké avec ce que ce peuple accomplit au quotidien et a accompli par le passé. Et donc là-dessus, moi, je suis très contente. Et puis, très vite, j'ai compris que le soninké était une richesse supplémentaire qu'il fallait absolument promouvoir. Parce que je me suis rendu compte que ça m'avait ouvert beaucoup de portes, en fait. Le fait de parler la langue avec les gens de la communauté, de pouvoir dire je parle ma langue maternelle, c'était très important. Et moi, je considérais ça comme être bilingue. Même si en France, on avait tendance à dire que... c'est pas la peine de le mettre sur le CV. Exactement. Moi, je l'ai toujours mis. Moi aussi. Je l'ai toujours mis, mais de manière très, très naturelle. Avant même d'être dans un rapport professionnel, je disais, si je mets que je parle anglais, espagnol ou italien, il faut que je mette que je parle soninké. Pourquoi je ne mets pas que je parle soninké? Donc, et puis, le temps m'a donné raison, puisque sur certaines fiches de poste, par exemple, du ministère des Affaires étrangères ou autres, ils demandent le soninké maintenant. Aujourd'hui, quand on a une journée internationale de la langue soninké, c'est que la langue, elle compte. Après, ça a été un combat qui a été mené, mais c'est que la langue, elle compte. Quand on voit que cette langue-là, elle est transfrontalière à 6 pays, c'est que ça compte. Et puis, il y a cette histoire des soninké qui sont des voyageurs, qu'on retrouve partout. Il y a l'anecdote de ma fille qui va au Brésil, et à l'avance, elle me dit, j'entends 2 gars qui parlent soninké. Elle dit, mais c'est pas possible que vous êtes ici aussi. Donc, tout de suite, elle a commencé à parler avec eux. Ils sont partout. Moi, j'ai un ami qui voyage énormément. Comme je suis sa référence soninké, dès qu'il croise quelqu'un, t'es soninké, oui.
Je connais quelqu'un qui s'appelle Aminata Bouné. Elle est soninké comme toi. Il me dit, mais vous êtes partout. Je dis, oui, on est partout. On est partout et on est dans tous les corps de métier parce que le soninké n'a pas de frontières. J'allais passer à la journée internationale. Et du coup, au-delà du symbole, en fait, pourquoi est-ce que c'est un enjeu important? C'est un enjeu important parce qu'il y a des études qui ont montré que tous les ans, il y avait des langues qui mouraient. Et dans ces études-là, il a été dit que le soninké faisait partie de ces langues qui risquaient de mourir. Donc, quand une langue meurt, c'est sa population qui meurt. Parce que ça veut dire qu'elle est assimilée à une autre population, ça veut dire qu'elle est complètement déracinée et qu'aujourd'hui, elle n'existe plus en tant que telle. Donc, ça a été un défi pour les prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'APS, l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, donc Feu Djadji Soumaré et d'autres, qui, eux, dès le départ, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, ont commencé à travailler sur cette langue et à faire en sorte que cette langue ne meure pas. Et nous, on a pris le flambeau avec eux. Voilà, ils nous ont intégrés avec eux au sein de l'association et on a pris le flambeau avec eux. Ce projet-là était un projet de Feu Djadji Soumaré et aujourd'hui, on le poursuit avec l'actuel président qui est Ousmane Bokar Diagana, qui est l'actuel président de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, mais qui est également le président de la CIAS, c'est-à-dire la Confédération internationale des associations soninké. Donc tout le monde, en fait, tous les soninké du monde. Et moi, je suis sa 3e vice-présidente au sein de l'APS et également au sein de la CIAS. Donc les enjeux pour nous, ce sont des enjeux de survie d'abord. Ensuite, ce sont des enjeux de promotion. Des enjeux de promotion parce qu'on est fiers. On est fiers de cette langue, on est fiers de qui nous sommes, on est fiers des valeurs que nous véhiculons, qui pour nous sont des valeurs humanistes et universelles, et qui méritent justement d'être connues par des soninké, mais autres que des soninké, parce qu'on apporte des choses très, très intéressantes. Et puis, il y a aussi cet enjeu qui, pour moi, est un défi générationnel de la franco-malienne soninké que je suis, qui est née en Seine-Saint-Denis, en France, qui a ses enfants qui sont nés ici. Donc l'enjeu, il est double, voire triple. Moi, j'avais des parents qui venaient de là-bas. Moi, je suis ici, je suis née ici, j'ai grandi ici. Donc j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Et la transmission que moi je fais avec mes enfants, elle est forcément différente de celle de mes parents. Elle est forcément créolisée. Elle est forcément impactée de ce que moi aussi je suis. Voilà. Et ça, je tiens à le transmettre à mes enfants et ça passe par la langue. Et les mécanismes de transmission sont différents, donc on s'imprègne des mécanismes que nous connaissons, c'est-à-dire l'apprentissage à l'école, l'utilisation des métiers du numérique parce qu'il faut vivre avec son temps. Et puis derrière, il y a cet enjeu qui est un enjeu de globalisation et de mondialisation. Aujourd'hui, moi déjà, en tant que personne ayant grandi ici, étant née ici, mon entourage n'est pas que soninké. Donc, ça veut dire que j'entraîne avec moi aussi toutes les personnes qui ont grandi avec des soninké et qui sont intéressées par ce qu'on peut leur proposer. Il y a aussi ce récit national dans lequel on s'inscrit. Aujourd'hui, des mots soninké dans le Larousse. Aujourd'hui, un glossaire en soninké et en français pour l'administration française, parce que quand le président de l'APS travaille sur ce glossaire-là, il comprend très vite que si je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Si je veux connaître ta culture, j'aimerais que tu connaisses la mienne, pour qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse avancer. Elle est là, la compréhension mutuelle. Et puis, cette journée internationale de la langue soninké, c'est la fierté de ce que nous sommes. C'est quand on dit aux gens, aujourd'hui, il y a une journée internationale de la langue soninké le 25 septembre, c'est pas que la langue n'est que l'outil, la langue n'est que le prétexte. C'est le prétexte pour aller creuser, c'est le prétexte pour nous raconter et c'est le prétexte pour entraîner un maximum de personnes avec nous. On réussira quand on aura des locuteurs soninké qui ne sont pas d'origine soninké. Et ça, ce sont nos voisins, ce sont nos collègues, c'est la société dans laquelle nous évoluons. De la même manière que l'anglais peut devenir la 2e langue vivante qu'on apprend, nous, notre objectif, c'est que le soninké puisse devenir aussi cette langue vivante. Et d'ailleurs, force est de constater que cette langue, elle est très importante. Quand on regarde les personnes qui sont dans les pays où les soninko sont présents, nous sommes certes des consommateurs, mais nous sommes réputés pour être des gens qui ont de l'argent et qui commerçons.
que ce soit les Chinois ou autres, ils apprennent le soninké. Ils parlent le bambara, par exemple, au On voit Mali, pas mais mal ils de apprennent vidéos aussi. avec les Pakistanais ou Indiens Exactement, qui parlent exactement. Et s'ils soninké. apprennent le soninké, c'est parce que ils y trouvent leur compte et que pour eux, c'est une langue qui est importante et qui compte. Vous êtes maman de 4 enfants. Comment se passe, du coup, tu en as parlé un petit peu, mais du coup, comment se passe la transmission en fait au quotidien? Est-ce que c'est du full soninké à la maison ou c'est Non, compliqué non, non. ça? Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué Mm, parce que mon esprit n'est pas full soninké. mm, Mais le papa de mes enfants est né au Mali, il a grandi au Mali, il est arrivé ici quand il avait 19 ans. Donc lui, il est vraiment soninké. Même si maintenant, il a fait plus de la moitié de sa vie ici en France. Mais on essaye, je pense que ça se fait à deux. Mais la chance que moi j'ai, et ça, je ne remercierai jamais assez mes parents pour ça. Avant que papa ne parte, il m'a beaucoup aidé avec maman, mes mamans pour l'éducation de mes 2 premiers plus grands. D'ailleurs, les 2 premiers plus grands parlent très bien soninké et les 2 Les derniers, derniers. c'est un peu plus compliqué, mais on utilise les mécanismes qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire le numérique. C'est la carotte, hein, c'est allez. Tu me dis 3, 4, 5 mots en soninké, tu me dis une phrase en soninké, puis tu auras ça. C'est les intéresser aussi à cette langue en leur disant c'est pas simplement pour parler avec mamie, c'est parce que cette langue, elle est importante et qu'elle te permettra aussi de t'ouvrir des portes dans d'autres choses. Donc, nous, notre défi, c'est que nos enfants comprennent la langue, mais surtout sachent qui ils sont. Pour moi, c'est très important le narratif de notre histoire, de notre lignée, parce que quand on sait qui on est, on est droit sur ses 2 jambes. Souvent, on me dit, mais tu as l'air tellement fière. Oui, je suis fière de qui je suis. Je suis fière de qui je suis parce que je sais d'où je viens. Parce que je sais qui sont mes parents, je sais qui sont mes ancêtres, je sais ce qu'ils ont pu accomplir. Je sais que le fait que je sois arrivée en France n'est pas un hasard. Et c'est une noblesse d'esprit que de se dire, je vais aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir aider mes parents, je vais vers l'inconnu et j'ai pas peur, j'y vais le cœur vaillant. Et ça, je le dis, c'est très important aussi de connaître tout ça. Et puis, je dis à mes enfants, on porte quelque chose de très, très fort. Et quand on fait quelque chose, ça n'impacte pas que l'individu. Ça impacte le patronyme, donc la lignée. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est quand on sait qui on est. Quand on ne sait pas qui on est, voilà, on peut tout faire. Mais quand on sait qui on est, moi, à mon âge aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas les faire. C'est très clair. Ma mère, il y a des choses que je ne peux pas faire devant elle, que je ne peux pas dire devant elle. Et même quand elle n'est pas là, j'ai ça à l'esprit et c'est pas possible. Et je veux que mes enfants aient ça à l'esprit et qu'ils grandissent avec ça. Et il y a certaines choses qu'on ne peut que dire dans sa langue d'origine, que je n'arrive pas forcément à dire en français. Après, j'essaye de leur expliquer. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Mais il est important qu'ils le comprennent. Et le rapport au pays d'origine, pour moi, il est primordial. Il est primordial parce qu'on ne vient pas de nulle part. On n'est pas là par hasard. Il y a une histoire. Et cette histoire, plus ils la connaissent, mieux c'est. Je leur dis, vous appartenez aux 2 territoires, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même une histoire. Parce que le passage de témoin dont je parlais dans les combats que nous menons, je suis très optimiste dans le sens où on avance très très bien sur les différents combats générationnels qui sont les nôtres ici en France, mais également en Afrique. Mais je reste persuadée qu'il y a beaucoup de combats qui seront menés par nos enfants et nos petits-enfants. Donc il faut dès maintenant les imprégner de ces choses-là, dès maintenant les entraîner dans toutes ces luttes-là pour qu'ils puissent les mener à bien. Comment est-ce que le soninkaru se manifestait dans ton quotidien? Mais je pense que ça se manifeste du coup dans ta personnalité, dans ta force de caractère, dans ce papa en fait qui te marque. Tu portes plusieurs identités, tu le parles, et tu en parles du coup, donc malienne, soninké, française, banlieusarde aussi. Et ce que je vois là, c'est que tu es extrêmement à l'aise en fait avec qui t'es. En fait, t'es 100% ce que tu es en fait. Tu vois. Et du coup, j'aimerais savoir en fait comment est-ce que tu fais pour qu'il n'y ait aucune contradiction en fait entre ces différentes identités. Je crois que ça se fait assez naturellement, mais ce conflit intérieur, on l'a tous à un moment donné. Ça va être la différence, ça va être comment je gère ce conflit intérieur. Mais on l'a tous.
On l'a tous parce que quand on arrivait à l'école, par exemple, et qu'on nous disait regardez-moi dans les yeux, et quand on arrivait à la maison où il fallait baisser les yeux, c'était schizophrénique quand même. Hein. Donc, si on n'avait pas très vite compris que des fois les cultures, elles se chevauchent et elles peuvent être en contradiction, c'était compliqué. Et je peux comprendre que ça a pu être compliqué pour certains. Moi, je crois que je le suis à 100% parce que il n'y a pas une culture qui prend le pas sur l'autre. Parce que je suis à l'aise avec le fait que je suis multiple. Parce que je suis consciente que je ne suis pas mes parents, mais parce que mes parents l'ont compris très vite. Ils ont compris très très vite que je ne pouvais pas être la Soninké de Ranyaga. Que ce soit ma mère ou mon père d'ailleurs. Au départ, c'était un petit peu plus compliqué pour ma mère parce qu'elles sont garantes de la tradition. Et les mamans, elles se disent, si je ne fais pas bien les choses, on dira que c'est moi qui n'a pas su accompagner ma fille comme il fallait. Et d'ailleurs, c'est bien qu'elle l'ait fait parce que ça partait d'un bon sentiment et il fallait qu'elle arrive à m'accompagner là-dessus. L'équilibre, il s'est fait avec un papa qui a très vite compris ça, une maman un peu plus traditionnelle et ça s'équilibrait un petit peu. Mais moi, je crois que à partir du moment où il n'y a pas un ascendant culturel, il n'y a pas de conflit. J'ai pas de conflit interne, moi. Je suis 100% celle que je suis et c'est à prendre ou à laisser. Quand le dimanche, jour social pour nous, Soninkara, je vais voter en boubou, quand j'arrive, où est le problème? Si on me demande si c'est jour de fête, je dis non, pas forcément. C'est à eux de s'habituer à moi qui arrive le samedi, dimanche avec mon pagne. J'ai le droit, c'est mon droit. Et j'ai pas de conflit par rapport à ça parce que j'assume en fait celle que je suis. J'assume. Quand je croise un Soninké, que ce soit au travail ou ailleurs, cette familiarité, elle se manifeste par un ou deux mots en Soninké que je vais échanger. J'ai aucun complexe par rapport à ça. C'est un plus, pas un moins. Quand je suis dans un milieu avec que des Français d'origine, je suis tout à fait à l'aise, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc, j'ai pas de difficulté par rapport à ça parce que j'entraîne les gens vers ce que je suis. Je refuse, moi, qu'on m'aspire. Je ne cherche pas à aspirer quelqu'un, mais je veux qu'on me laisse comme je suis. Voilà. Et je crois que quelque part, on a tous des identités multiples. Que ce soit le Breton qui vit à Paris, que ce soit le Corse qui vit à Paris, que ce soit Aminata, la franco-malienne, banlieusard des Soninké, on a tous des identités multiples. Donc moi, là-dessus, j'ai jamais eu de grosses difficultés. Après, je crois aussi que très vite, j'ai réussi à prendre ce qu'il y avait de bon dans chacune de mes cultures. Sur le terreau purement français, j'ai compris très très vite que l'école de la République serait mon terreau d'émancipation. Donc, mais ça, c'est parce que ça m'a été insufflé par mes parents et je me suis investie dedans. Et aujourd'hui, oui, force est de constater que j'ouvre des portes qui étaient closes et que j'ouvre tranquillement sans aucune difficulté parce que je suis à l'aise. Mais au Soninkara également, quand je suis à l'APS et qu'on est dans cette transmission générationnelle, si je n'avais pas ce terreau culturel, ça serait conflictuel. Et pourtant, aujourd'hui, on est quand même sur des sujets sur lesquels on se tire un peu, hein, mais on sait comment le faire, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de courtoisie, pour que les anciens se rendent compte qu'on est là pour les accompagner, non pas pour gommer ce qu'ils ont fait. Au contraire, on est très respectueux de ce qu'ils ont fait, on les remercie de ce qu'ils ont fait, et on vient les aider à continuer à avancer pour que les choses, elles évoluent. Et ils nous accueillent volontiers et on arrive à avancer. Mais des fois, nous, on va beaucoup trop vite. On va beaucoup trop vite, donc il y a des petits conflits par rapport à ça, mais on a la chance d'avoir un président qui, lui, est à cheval sur les deux cultures et peut avancer. Et ça avait été amorcé par Feu Djadje Soumaré, qui, lui, était vraiment un visionnaire sur toutes ces questions-là, avait compris très, très tôt qu'il fallait nous intégrer, avait compris très, très tôt qu'il fallait qu'on investisse le champ politique, le champ associatif, et qu'il fallait qu'on soit dans l'intergénérationnel pour que la transmission, elle se fasse en douceur. Donc, on est en plein dedans. Mais je dis souvent à toutes ces personnes qui ont ce conflit intérieur, qui sont en plein questionnement, je me dis, la vie c'est un perpétuel questionnement, la vie. C'est quand on se pose plus de questions qu'on n'est plus en vie. Donc, j'ai dit, se poser des questions, c'est pas grave, mais il faut aller chercher les réponses. Et puis, il faut aussi s'écouter. Qu'est-ce qui nous convient ? Moi, je suis tout à fait à l'aise avec quelqu'un qui me dit, écoute, moi,
je maîtrise plus le terreau français, je lui en veux pas. Il a vécu ici toute sa vie, donc c'est tout à fait normal. Je lui dis simplement, ça serait dommage que tu te prives de cette autre part de toi, qui est une richesse culturelle qui ne peut que t'apporter un plus et pas un moins. Voilà. Et c'est pas en termes de donneur de leçons ou quoi que ce soit, c'est plus en termes de plus-value. Ça serait bien pour toi, donc essaye d'y aller à ton rythme et vois comment est-ce que ça peut t'aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé. Les valeurs soninké, qui sont des valeurs liées à la foi musulmane qui est la nôtre, ce sont des valeurs humanistes. Et c'est ce qui me permet d'être un caméléon, quel que soit l'endroit où je vais. Le respect des aînés, toutes ces choses-là. J'ai jamais vu un endroit où on respecte ses aînés où c'est mal vu. Le respect de son prochain. J'ai jamais vu un endroit où on nous reprochera ça. Être dans cette solidarité où on essaye de s'aider, où on essaye de penser au collectif et pas uniquement à l'individuel. Moi, je crois que c'est très important, surtout quand on est dans une société de plus en plus individualiste. Heureusement que j'ai cet autre côté-là qui me permet d'avoir les deux pieds sur terre et d'avancer en toute humilité. Donc oui, moi, j'ai pas ce conflit interne parce que j'ai compris déjà que j'étais les deux et parce que j'ai compris que des deux côtés, il y avait du bon à prendre et que c'était à moi de faire le tri. Et je le dis aussi de manière très, très ouverte, quand je vais au village, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis profondément française. Profondément française. Et pourtant, ici, quand je parle avec les Soninké, on me dit « mais un kenny Soninké ». Mais pourtant, quand je vais au village, je me rends compte que je suis profondément française. Pourtant, je suis à l'aise, je parle bien avec eux, mais on le voit tout de suite dans mon attitude, dans celle que je suis. Donc, il ne faut pas nier ce que nous sommes. Nous sommes un produit de ces deux cultures. Et Allah l'a décidé ainsi, donc c'est forcément bien pour nous. Et je pars aussi de cette vision qui consiste à dire que être bi, c'est être deux. Donc deux, c'est toujours plus qu'un. Voilà. Donc avoir le français, le soninké, la langue, la culture, un état d'esprit, des valeurs, ce sont des choses qui s'additionnent. Ça fait de nous des êtres bien. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi. Je pense qu'on arrive à la fin. C'était... je suis scotché. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ou pour qui que ce soit? Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on finisse? Un dernier mot, je ne peux pas me déconnecter de l'actualité actuelle et pléonasme de l'actualité actuelle. Non, c'est pas bon, Aminata. De l'actualité dans laquelle nous sommes actuellement. On a en ce moment beaucoup d'élus d'origine soninké. Ce qui est positif. Vraiment, c'est un travail qui a été enclenché par Feu Djadje Soumaré. Et aujourd'hui, on est très fiers de ce que nous sommes en train d'accomplir. Mais j'ai envie de dire à cette jeunesse montante que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La fin en soi, ce n'est pas l'élection. C'est les mandats. C'est tout le travail qui va être fait derrière. Donc, je les exhorte à être très rigoureux, à être travailleurs. C'est par le talent qu'on s'impose. Et on s'impose en entraînant des gens qui n'étaient pas acquis à notre cause au départ. C'est là qu'on a réussi. Quand ce sont les nôtres qui sont acquis à notre cause, il y a forcément une part de subjectif. Mais quand ce sont des gens qu'on a réussi à convaincre, là, ça veut dire qu'on pose des actes, qu'on impacte et qu'on arrive à entraîner des gens à faire des choses qu'ils n'étaient pas amenés à faire au départ. Donc, moi, je les exhorte à aller justement séduire toutes ces personnes-là, les séduire par leur travail, les séduire par les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs que j'ai citées tout à l'heure, à continuer à se former, à faire en sorte d'ouvrir la porte pour d'autres, parce que nous avons beaucoup à apporter à la société française, société à laquelle nous appartenons pleinement. Et c'est en prenant des places comme celle-là que nous y arriverons. Donc le train est en marche, il faut continuer à l'alimenter, il faut continuer à se soutenir, à avancer. Et j'ai envie de dire à cette jeunesse, il y a ceux qu'on accompagne, mais on a besoin des voix. On a encore trop de gens chez nous qui ne votent pas, qui sont en marge de la société. On existe aussi à travers sa citoyenneté. La citoyenneté, elle s'exprime de plusieurs manières. Voter est un acte fort, même voter blanc. Mais en tout cas, il faut s'exprimer, il faut compter, il faut être là. Et je dirais, pour finir,
que la formation, c'est l'essence même de l'être humain, que ce soit la formation, quelle que soit la formation. D'ailleurs, dans la religion musulmane, il est dit qu'il faut lire, iqra, voilà, lis. Donc il faut apprendre, il faut lire. Donc que ce soit en français ou que ce soit autre, il faut le faire, parce qu'on se nourrit soi-même d'abord et ensuite on peut nourrir la société et voilà. Donc moi je suis, professionnelle de l'éducation, ce magnifique métier dans lequel je m'épanouis au quotidien et quand je vois, ce que j'arrive à faire à mon niveau, je me dis, quand on sera encore plus nombreux, c'est encore mieux. Donc voilà. Il y a un train en marche là qui dans la communauté Soninké, un très beau train, mais soyons vigilants à faire en sorte qu'il ne déraille pas. Voilà, il faut qu'on soit vraiment, vraiment rigoureux, sérieux dans l'exercice des fonctions qui sont les nôtres pour pouvoir accompagner la société, de la meilleure manière qui soit. Merci beaucoup, Aminata. Nawar.